Bonjour, c'est Éric Pruvot. Vous êtes sur Math plus 1, une chaîne de cours de mathématiques et de vulgarisation scientifique. Vous regardez un épisode de la saison 4 de la série Cours de maths de niveau Bac plus 1. Depuis l'épisode 19, nous nous intéressons à l'analyse réelle. Dans l'épisode 19, nous avons abordé l'analyse d'un point de vue général, et dans l'épisode 20, nous avons abordé la notion de fonction. Dans ce nouvel épisode, nous allons parler de la continuité des fonctions. C'est une notion centrale, très importante dans l'analyse. La continuité, cela semble assez intuitif, non ? Ça, c'est une fonction continue, on peut tracer le graphe sans lever le crayon. Et là, la fonction partie entière, par exemple, c'est une fonction typiquement non continue. Il y a plein de sauts. Une figure, ce n'est pas une preuve. La continuité, ce n'est pas si simple. Et cela a perturbé nombre de mathématiciens. Première partie, un peu d'histoire. Voici ce que déclarait Charles Hermite en 1893. Je me détourne avec effroi et horreur de cette plaie lamentable des fonctions continues qui sont sans dérivée. On voit bien à quel point la notion de continuité a pu perturber certains mathématiciens. Au XVIIIe siècle, Euler se trompe en déclarant que la fonction valeur absolue n'est pas continue. En effet, voici le raisonnement d'Euler. La fonction valeur absolue se définit en deux parties. Elle fait correspondre à x si x est supérieur ou égal à 0 et moins x si x est négatif. Euler pense que la continuité intervient si une fonction se définit d'un seul bloc. Or, la fonction valeur absolue est définie en deux morceaux. Elle ne peut donc être continue. Voici par contre une fonction qui se trace en levant le crayon. C'est la fonction inverse, la fonction qui à x fait correspondre 1 sur x. Cette fonction n'est pas définie en 0. Et pourtant, c'est une fonction continue. Elle est définie en deux morceaux. Nous verrons tout à l'heure que la notion de continuité en un point n'a de sens que si une fonction est définie en ce point. Par conséquent, parler de la continuité de la fonction qui à x fait correspondre 1 sur x en 0 n'a pas de sens, puisque cette fonction n'est justement pas définie en 0. La fonction signe est une fonction qui n'est pas continue en 0. En effet, cette fonction est définie de la manière suivante. Elle vaut moins 1 si x est négatif, 0 si x est nul, et plus 1 si x est positif. On voit bien ici qu'il y a un saut, et cette fonction n'est donc pas continue en 0. Depuis quand la continuité est-elle une préoccupation ? Au XVIIe et au XVIIIe siècle, personne ne s'y intéresse vraiment. Cela semble aller de soi. Au XIXe siècle, des problèmes divers et liés entre eux vont se poser de manière plus marquée. Au XVIIe siècle, c'est la naissance de l'analyse avec le calcul infinitésimal, c'est-à-dire le calcul différentiel et le calcul intégral. Au XVIIIe siècle, le concept de fonction se précise. Le XIXe siècle sera le siècle de la rigueur en mathématiques. Les notions de continuité et de limite vont être définies de manière formelle. Continuité, limite, construction des réels, notion d'infini sont des notions extrêmement liées entre elles. Nous parlerons de la notion de limite dans l'épisode suivant. Le théorème des valeurs intermédiaires suppose que la fonction est continue sur un intervalle. Le théorème des valeurs intermédiaires a d'abord été admis par Lagrange et Gauss, par exemple. Mais Bolzano refuse d'y voir une évidence géométrique. Au XIXe siècle, l'évidence géométrique devient suspecte. Il faut être plus rigoureux. Voici le graphe d'une fonction qui visiblement n'est pas continue en un certain point. Il y a un saut brusque. Mais comment caractériser ce saut brusque mathématiquement? Et finalement, qu'est-ce que le continu? Comment définir de manière rigoureuse la continuité d'une fonction en un point? Trois mathématiciens vont intervenir dans la définition rigoureuse de la continuité. Bernard Bolzano, Augustin Cauchy et Carl Wilhelm Weierstrass. Voici ce que déclare Cauchy en 1821. La fonction f restera continue par rapport à x si un accroissement infiniment petit de la variable produit toujours un accroissement infiniment petit de la fonction elle-même. Voici ce que déclare Bolzano en 1817. Il est un petit peu plus rigoureux. Si x est une valeur quelconque, la différence f de x plus w moins f de x peut être rendue plus petite que toute valeur donnée si l'on peut toujours prendre w aussi petit que l'on voudra. Enfin, voici ce que déclare Weierstrass en 1864, s'il est possible de définir une borne delta, telle que pour toute valeur de h plus petite en valeur absolue que delta, f de x plus h moins f de x soit plus petite qu'une quantité epsilon aussi petite que l'on veut, on dira qu'on fait correspondre à une variation infiniment petite de la variable, une variation infiniment petite de la fonction. Et en notation moderne, cela donne quoi? Deuxième partie, définition de la notion de continuité. Voici la définition en notation moderne de Weierstrass. Soit i un intervalle de R et soit petit f une fonction définie sur i. Soit petit a un réel de i, on dit que f est continu en a si quel que soit epsilon un réel strictement positif. On peut trouver un réel delta strictement positif, tel que pour tout x appartenant à i, la valeur absolue de x moins a inférieure ou égale à delta implique valeur absolue de f de x moins f de a inférieur ou égal à epsilon. Quel que soit, il existe delta, epsilon, c'est pas très évident. On peut y voir plus clair? Oui. Alors premièrement, la définition utilise f de a, donc la continuité en un point a n'a de sens que si la fonction est définie en ce point. On en avait déjà parlé avec la fonction inverse, la fonction qui à x fait correspondre à 1 sur x.
Parler de continuité en zéro de cette fonction n'a pas de sens. Deuxièmement, pour prouver la continuité en un point petit a, on cherche un réel delta qui dépend en fait de a et de epsilon. On devrait d'ailleurs écrire delta de a et de epsilon au lieu simplement de delta. Troisièmement, valeur absolue de x moins a inférieure ou égale à delta, ça veut dire que x appartient à l'intervalle a moins delta, a plus delta. De la même façon, valeur absolue de f de x moins f de a inférieure ou égale à epsilon, c'est équivalent à dire que f de x appartient à l'intervalle f de a moins epsilon et f de a plus epsilon. Enfin, on peut aussi voir les choses en disant que pour toute variation epsilon autour de f de a, aussi petite que l'on veut, on pourra toujours trouver une variation delta autour de a qui laissera les variations de f de x limitées par epsilon autour de f de a. Et si l'on veut parler de la continuité sur un intervalle, voici la définition. Soit i un intervalle de R et soit f une fonction définie sur cet intervalle i. On dit que f est continu sur i si f est continu en tout point de i. Regardons maintenant comment démontrer la continuité d'une fonction en utilisant la définition. Nous allons montrer que la fonction racine carrée est continue sur R+. Il faut distinguer deux cas. Nous commençons par le cas où x égale 0. La définition devient, quel que soit epsilon positif, il existe delta positif, tel que quel que soit x appartenant à i, x inférieur ou égal à delta implique racine de x inférieur ou égal à epsilon. Ici, il suffit de choisir delta égale epsilon carré. En effet, x inférieur ou égal à epsilon carré implique bien que racine de x est inférieur ou égal à epsilon par croissance de la fonction racine. Passons maintenant au cas où x est strictement positif. La définition s'écrit, quel que soit epsilon positif, il existe delta positif, tel que x moins 1 en valeur absolue inférieure ou égale à delta implique f de x moins f de a en valeur absolue inférieure ou égale à epsilon. Ça, c'est la définition brute. Nous remplaçons f de x par son expression racine carrée. On obtient donc à droite valeur absolue de racine de x moins racine de a inférieure ou égale à epsilon. Comparons maintenant x moins a et racine de x moins a. Et bien, en fait, x moins a, ce n'est autre que racine de x moins racine de a multiplié par racine de x plus racine de a. Par conséquent, valeur absolue de x moins a inférieure ou égale à delta, c'est équivalent à valeur absolue de racine de x moins racine de a multiplié par racine de x plus racine de a en valeur absolue inférieur ou égal à delta. Ceci nous permet d'écrire que valeur absolue de x moins a inférieur ou égal à delta implique que la valeur absolue de racine de x moins racine de a est inférieure ou égale à delta divisé par la valeur absolue de racine de x plus racine de a. Alors n'oublions pas qu'on vise à démontrer que tout cela est inférieur ou égal à epsilon. Eh bien l'idée, ça va être ici de poser que delta égale epsilon racine de a. À ce moment-là, valeur absolue de x moins a inférieure ou égale à epsilon racine de a implique bien que la valeur absolue de racine de x moins racine de a est inférieure ou égale à epsilon racine de a sur racine de x plus racine de a, quantité qui est bien inférieure ou égale à epsilon, puisque racine de x plus racine de a est plus grand que racine de a. Et si l'on veut prouver qu'une fonction n'est pas continue en un point, comment fait-on? Pour montrer qu'une fonction f n'est pas continue en un point A, on peut utiliser la négation de la définition de la continuité en un point A. Ceci s'écrit, il existe epsilon strictement positif, un réel, tel que quel que soit delta, un réel strictement positif, il existe un réel x appartenant à l'intervalle i, tel que la valeur absolue de x moins a inférieure ou égale à delta, et valeur absolue de f de x moins f de a est supérieure strictement à epsilon. Mettons ce principe en œuvre au travers d'un exemple. Nous allons montrer que la fonction sin n'est pas continue en 0. La définition de la fonction sin est la suivante. Le sin de x est égal à 1 si x est strictement positif. Le sin de x est égal à 0 si x vaut 0, et le sin de x est égal à moins 1 si x est strictement négatif. La définition de la discontinuité au point A égale 0 s'écrit, il existe epsilon strictement positif, tel que quel que soit delta positif, il existe x appartenant à i, tel que la valeur absolue de x inférieure ou égale à delta, et la valeur absolue de f de x supérieure strictement à epsilon. Dans cette relation, nous recherchons epsilon et nous recherchons i. Nous pouvons par exemple choisir epsilon égale à 1,5 et x égale delta sur 2. En effet, on a bien valeur absolue de x égale delta sur 2 est inférieur ou égal à delta, et f de x est égal au signe de delta sur 2, mais delta sur 2 est positif, donc ceci vaut 1. Et 1 est bien supérieur strictement à 1,5. La fonction signe n'est donc pas continue en 0. Est-ce qu'il existe d'autres définitions, d'autres approches de la continuité? En effet, pour définir la continuité, nous avons la définition que nous venons d'utiliser, c'est la définition de Carl Wilhelm Weierstrass. Mais il existe également une approche topologique et l'analyse non standard dont nous avons déjà parlé dans les épisodes précédents. Abordons maintenant les propriétés des fonctions continues. Troisième partie, l'ensemble des fonctions continues. L'ensemble des fonctions continues sur un intervalle i est noté C de IR. C'est un sous-ensemble de l'ensemble des fonctions de R dans R. Proposition.
soit f et g deux fonctions continues sur un intervalle i, et soit lambda un réel. Alors, f plus g est continu sur i, f fois g est continu sur i, lambda f est continu sur i, f rond g est continu sur i, et si g ne s'annule pas, f sur g est continu sur i également. Proposition, soit f et g deux fonctions continues sur un intervalle i. Alors valeur absolue de f est continue sur i, le max de fg est continu sur i, et le min de fg est continu sur i. Rappelons que max de xy est égal à x plus y plus valeur absolue de x moins y sur 2, et que min de xy est égal à x plus y moins valeur absolue de x moins y sur 2. Ces deux formules permettent de montrer facilement que max de fg et min de fg sont des fonctions continues sur i, sans avoir à repasser par la définition qui utilise les epsilon et les delta. Proposition. Les fonctions suivantes sont continues sur leur ensemble de définitions. La fonction valeur absolue, les fonctions polynomiales, les fonctions rationnelles, les fonctions trigonométriques, les réciproques des fonctions trigonométriques, les fonctions cosinus et sinus hyperboliques. De la même façon, les fonctions suivantes sont continues sur leur ensemble de définitions. La fonction exponentielle, la fonction logarithme népérien et les fonctions puissance qui à x font correspondre x puissance alpha. On parle parfois de continuité uniforme. Qu'est-ce au juste que la continuité uniforme? Quatrième partie, la continuité uniforme. Attention, la continuité uniforme n'est pas au programme de toutes les filières. Reprenons la définition de la continuité classique. On cherche delta tel que pour tout epsilon positif, et tel que quel que soit x appartenant à l'intervalle i, la valeur absolue de x moins a inférieure à delta implique que la valeur absolue de f de x moins f de a est inférieure ou égale à epsilon. La continuité uniforme va imposer une contrainte plus forte. Delta va être indépendant de a et ne plus dépendre que de epsilon. Voici sa définition. Soit f une fonction définie sur un intervalle i. On dit que f est uniformément continu sur i si quel que soit epsilon positif. Il existe delta qui ne dépend que d'epsilon, un réel strictement positif, tel que quel que soit x, y appartenant à i, la différence en valeur absolue x moins y est inférieure ou égale à delta implique f de x moins f de y en valeur absolue est inférieure ou égale à epsilon. Je ne vois pas très bien la différence avec la continuité classique. Eh bien justement, comparons les deux définitions. La continuité classique sur un intervalle i s'écrit quel que soit epsilon positif, il existe delta qui dépend de epsilon et de a positif, tel que quel que soit x et a appartenant à i, x moins a inférieur ou égal à delta implique f de x moins f de a inférieur ou égal à epsilon. Dans la continuité classique, delta dépend à la fois de epsilon et de a. Dans la continuité uniforme sur un intervalle i, on a presque la même définition, mais delta ne dépend plus que de epsilon. Abordons quelques exemples. Nous allons montrer que la fonction qui à x fait correspondre x carré est uniformément continue sur l'intervalle 0,1. Écrivons brutalement la définition. Quel que soit epsilon positif, il existe delta positif, tel que quel que soit xy appartenant à i carré, xy en valeur absolue est inférieur ou égal à delta implique la différence en valeur absolue f de x moins f de y inférieure ou égale à epsilon. Avançons d'un cran en remplaçant i par l'intervalle 0,1 et f par la fonction qui à x fait correspondre x carré. Nous obtenons, quel que soit epsilon positif, il existe delta positif, tel que quel que soit xy appartenant à 0,1 au carré, valeur absolue de x moins y inférieure ou égale à delta implique x carré moins y carré en valeur absolue inférieure ou égale à epsilon. Remarquons que la valeur absolue de x carré moins y au carré s'écrit comme le produit, puisque c'est une identité remarquable, valeur absolue de x moins y multipliée par valeur absolue de x plus y. Or, x plus y est formé de deux nombres positifs, puisque nous sommes dans l'intervalle 0,1. Donc la valeur absolue x plus y est égale à x plus y. Or, x plus y est inférieur ou égal à 2, puisque x et y appartiennent tous deux à l'intervalle 0,1. Donc au maximum, x vaut 1 et y vaut 1. X plus y est donc forcément inférieur ou égal à 2. Ne perdons pas de vue ce que nous voulons obtenir. Nous voulons arriver à valeur absolue de x carré moins y au carré inférieur ou égal à epsilon. En utilisant ce que nous avons écrit précédemment, nous savons que x au carré moins y au carré en valeur absolue est égal à valeur absolue de x moins y multiplié par x plus y, et que cette expression est inférieure ou égale à 2 que multiplie x moins y en valeur absolue. Et ceci est donc inférieur ou égal à 2 delta, puisque x moins y en valeur absolue, par hypothèse, est inférieur ou égal à delta.
Ça, nous voulons que ce soit inférieur ou égal à epsilon. Voilà qui nous suggère de choisir pour delta epsilon sur 2. Essayons. Valeur absolue de x moins y inférieur ou égal à epsilon sur 2 implique valeur absolue de x moins y multipliée par valeur absolue de x plus y inférieur ou égal à epsilon sur 2 multiplié par x plus y en valeur absolue, puisque ce terme, x plus y en valeur absolue, est forcément positif. On obtient donc x moins y en valeur absolue multiplié par valeur absolue de x plus y inférieur ou égal à epsilon sur 2 multiplié par 2. Or, epsilon sur 2 multiplié par 2, c'est égal à epsilon. On a donc bien montré que la fonction qui a x fait correspondre x carré est uniformément continue sur l'intervalle 0,1. Nous venons de démontrer que la fonction qui a x fait correspondre x carré est uniformément continue sur l'intervalle 0,1. Est-ce qu'elle est uniformément continue sur R? Eh bien, nous allons montrer que ce n'est pas le cas. Nous allons démontrer que la fonction qui a x fait correspondre x carré n'est pas uniformément continue sur R. Prenons la négation de la définition de la continuité uniforme. Nous pouvons écrire: il existe epsilon strictement positif, tel que quel que soit delta strictement positif. Il existe x et y appartenant à un intervalle I2 au carré, tel que x moins y inférieur ou égal à delta, et f de x moins f de y en valeur absolue, strictement supérieur à epsilon. Dans cette définition, remplaçons I par R et f par son expression x carré. Nous obtenons: il existe epsilon positif, tel que quel que soit delta positif. Il existe x et y appartenant à R2, tel que valeur absolue de x moins y inférieur ou égal à delta, et valeur absolue de x carré moins y au carré, strictement supérieur à epsilon. Prenons epsilon égale 1. Nous cherchons x et y tels que valeur absolue de x moins y inférieur ou égal à delta, et valeur absolue de x carré moins y au carré, strictement supérieure à 1. Imposons y égale x plus delta sur 2. À ce moment-là, valeur absolue de x moins y s'écrit valeur absolue de x moins delta sur 2. Les x s'en vont, il reste valeur absolue de moins delta sur 2, ce qui fait delta sur 2, puisque delta est positif. Or, delta sur 2 est inférieur ou égal à delta. Par ailleurs, la valeur absolue de x carré moins y au carré, en remplaçant y par sa valeur, est égale à x carré moins x plus delta, le tout au carré. On développe. Ça nous donne x au carré moins x au carré, moins 2x delta sur 2, moins delta au carré sur 4. Les x carrés s'en vont. Il nous reste moins x delta, moins delta au carré sur 4, mais comme on a une valeur absolue, on peut enlever les moins. Ça nous fait valeur absolue de x delta plus delta au carré sur 4. Prenons x strictement plus grand que 1 sur delta. À ce moment-là, x delta est plus grand que delta sur delta, qui vaut 1. Et donc x delta plus delta au carré sur 4 est bien strictement plus grand que 1. La fonction qui a x fait correspondre x carré sur R est donc continue, mais pas uniformément continue sur R. La continuité uniforme sur un intervalle I est plus forte que la continuité classique. On a le théorème suivant: si une fonction f est continue uniformément sur un intervalle I, alors elle est continue sur cet intervalle. Attention, la réciproque est fausse. Certes, la réciproque est fausse, mais il existe un théorème assez troublant qu'on appelle le théorème de Hein, puisqu'il est dû au mathématicien Heinrich Eduard Hein. Ce théorème date de 1872, qui nous dit que toute fonction continue sur un segment AB, c'est-à-dire un intervalle fermé et borné, est uniformément continue sur ce segment. Ce théorème est utilisé dans l'approximation des fonctions, ainsi qu'en théorie de l'intégration. Est-ce qu'il existe une condition encore plus forte que la continuité uniforme? Bienvenue dans le monde merveilleux des fonctions lipschitziennes. Cinquième partie, les fonctions lipschitziennes. Attention, ce sujet n'est pas au programme de toutes les filières. Définition. Soit f une fonction définie sur un intervalle i. On dit que la fonction f est lipschitzienne sur l'intervalle i si quel que soit un réel k strictement positif, quel que soit x et y deux réels de l'intervalle i, alors la valeur absolue de f de x moins f de y est inférieure ou égale à k fois la valeur absolue de x moins y. Définition, soit f une fonction définie sur un intervalle i. On dit que f est contractante sur i si elle est k lipschitzienne avec k strictement inférieur à 1. Voici un théorème intéressant. Si une fonction est lipschitzienne sur un intervalle i, alors elle est uniformément continue sur cet intervalle i. Une fonction lipschitzienne impose donc des conditions plus draconiennes que la continuité uniforme, qui elle-même est plus exigeante que la continuité classique. Voici un exemple. Prenons la fonction qui à x fait correspondre x sur 1 plus valeur absolue de x définie sur R. C'est une fonction impaire. Étudions-la donc sur R+. La valeur absolue de f de x moins f de y est égale à
y sur 1 plus y, moins x sur 1 plus x. On a enlevé les valeurs absolues puisqu'on se place sur R+. Réduisons au même dénominateur. Ça nous donne y plus xy moins entre parenthèses x plus xy. Les xy se simplifient et nous obtenons donc valeur absolue de y moins x divisé par 1 plus x sur 1 plus y, qui est positif puisque x et y ont été choisis dans R+. Ce résultat est inférieur ou égal à valeur absolue de y moins x. La fonction f est donc un Lipschitzienne sur R+, et donc par parité, elle est un Lipschitzienne sur R. Proposition, toute combinaison linéaire de fonctions Lipschitziennes est Lipschitzienne. Autre proposition, si f est une fonction k-Lipschitzienne, alors elle est h-Lipschitzienne avec h supérieur ou égal à k. Remarque, le caractère Lipschitzien d'une fonction dépend de l'intervalle considéré. Autre remarque, dire qu'une fonction f est k-Lipschitzienne revient à écrire que quel que soit xy appartenant à i carré, l'intervalle sur lequel la fonction est étudiée, pour x différent de y, on a valeur absolue de f de x moins f de y divisé par x moins y inférieur ou égal à k. Autrement dit, si f est k-Lipschitzienne sur un intervalle i, alors son taux d'accroissement reste borné par un réel positif petit k. Quels avantages présente une fonction continue? La continuité fait l'objet de puissants théorèmes. C'est ce que nous allons voir dans la dernière partie de cette vidéo. Sixième partie, les grands théorèmes relatifs à la continuité. Si une fonction est continue sur un intervalle, alors on peut considérer le théorème des valeurs intermédiaires et s'apercevoir que l'image d'un intervalle est également un intervalle. Voici donc le célèbre théorème des valeurs intermédiaires qui a déjà été abordé en terminale. Ce théorème a été démontré par Bolzano en 1817. Soit f est une fonction continue sur un intervalle i et soit a et b, tel que a strictement plus petit que b, deux réels de i. Alors pour tout réel mu entre f de a et f de b, il existe au moins un réel petit c appartenant à l'intervalle ab, tel que f de c égale mu. Corollaire, l'image d'un intervalle par une fonction continue est également un intervalle. Le théorème des valeurs intermédiaires semble intuitif et évident. Il repose en fait sur une propriété essentielle de R, le caractère continu. Ce théorème est faux pour les fonctions qui vont de l'ensemble des nombres rationnels dans l'ensemble des nombres rationnels. En effet, même si une représentation graphique naïve de l'ensemble des nombres rationnels semblerait nous donner une droite continue, il n'en est rien en réalité. L'ensemble des nombres rationnels est en fait rempli de trous qui sont remplis par tous les nombres irrationnels que l'on trouve dans R. Si maintenant une fonction est continue sur un intervalle et qu'elle est également strictement monotone sur cet intervalle, on va pouvoir définir le théorème de la bijection et le théorème des fonctions réciproques. Théorème de la bijection. Soit f une fonction continue et strictement monotone sur un intervalle i, et soit a et b, deux réels de i tels que a inférieur à b. Alors pour tout réel mu entre f de a et f de b, il existe un unique réel c appartenant à ab, tel que f de c égale mu. Théorème des fonctions réciproques, si f est une fonction continue et strictement monotone sur un intervalle i, alors elle réalise une bijection de i sur f de i. La bijection réciproque est continue sur f de i et de même monotonie que f. Voyons maintenant ce qui se passe si la continuité a lieu sur un segment. On a alors le théorème du maximum, qu'on appelle également le théorème des bornes atteintes, et on va s'apercevoir que l'image d'un segment est un segment. Théorème du maximum, démontré par Weierstrass en 1861. Si f est une fonction continue sur un segment AB avec a inférieur à b, alors f est borné et atteint ses bornes, c'est-à-dire il existe alpha et bêta, deux réels de AB, pour lesquels f de alpha inférieur ou égal à f de x inférieur ou égal à f de bêta pour tout x appartenant au segment AB. Corollaire, l'image d'un segment par une fonction continue est un segment. Il est facile de démontrer que la monotonie stricte entraîne l'injectivité. La réciproque est-elle vraie? Eh bien, pour que la réciproque soit vraie, il faut ajouter la continuité. Si une fonction est injective et continue sur un intervalle i, alors elle est strictement monotone sur cet intervalle. Par conséquent, injectivité et continuité sont équivalents à monotonie stricte. C'est l'objet du théorème continuité-injectivité. Pour qu'une fonction f continue sur un intervalle i soit injective, il faut et il suffit qu'elle soit strictement monotone sur cet intervalle. Cet épisode est maintenant terminé. Pour nous soutenir, vous pouvez vous abonner à la chaîne Math+1. Si cette vidéo vous a plu, vous pouvez cliquer sur j'aime. Un profil Facebook est également associé à la chaîne. Vous y trouverez des informations détaillées sur le fonctionnement de Math+1
Merci et à bientôt.